Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors aujourd'hui, chose due, je vous avais parlé que je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu de ce que l'on peut voir sur certains réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter. C'est-à-dire ces gens qui ont des intimes convictions au point qu'ils, lorsqu'on les met en débat ou lorsqu'on les met en contrariété, eh bien, trouvent peut-être ne pas avoir à se rabaisser, à devoir expliquer, à devoir démontrer ou argumenter leur façon de penser. Et en règle générale, c'est assez amusant d'essayer de débattre avec ces gens-là parce que fatalement, ils ont toujours les mêmes comportements, les mêmes attitudes, c'est-à-dire qu'ils se renferment sur leurs idées, c'est-à-dire qu'ils ne comptent absolument pas se remettre eux-mêmes en question sur du débat d'idées, sur du factuel, sur des éléments de réflexion qu'on leur présente, et parfois difficilement, parce que sur Twitter, on est quand même limité par 480 caractères, mais il y a quand même un certain nombre de gens qui sont à l'image un peu de ce que j'appellerais un petit peu la schizophrénie finalement, ou la paranoïa que l'on peut rencontrer sur Internet. Alors on va commencer par ce monsieur, alors je pense que c'est une dame, puisque son pseudo c'est X-Nadia, tous contre le racisme. Déjà le pseudo est assez croustillant. Et c'était, alors j'avais répondu par rapport à un tweet sur le problème du laxisme de certaines idéologies politiques, plus particulièrement celles qui accèdent au pouvoir, et plus particulièrement dans les mairies de certaines villes. Soyons clairs, aujourd'hui, un certain nombre de villes vont comprendre ce que c'est que d'avoir une mairie, une municipalité écologiste, mais avec le manteau écologiste, parce qu'en fait, ça sera forcément, c'est très d'ailleurs des municipalités, on va dire, muées par des politiques de gauche. Je n'ai rien contre la gauche en particulier, je dis simplement c'est que la gauche française s'est dévouée, s'est dévoyée, s'est corrompue à certaines idéologies hors de toute raison. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que si Emmanuel Macron a été élu, c'est que beaucoup de Français qui étaient des gens qui se considéraient de gauche, qui votaient toujours socialiste, eh bien peut-être ont enfin compris que le socialisme était en fait un socialisme ultralibéral et qui n'avait plus rien de véritablement social, démocrate en matière de pouvoir et en matière d'application idéologique lorsque les socialistes ont été au pouvoir. Dernière en date, c'est celle de Hollande pendant 5 ans. Alors, et donc par rapport à ce tweet que cette personne avait fait, j'avais répondu, donc je vous le mets là, ça confirme ce que je dis, quitter ces grandes villes, elles vont devenir des fronts de lutte multiraciale, de guérilla urbaine. Ce que je dit dans mon tweet, c'est une réalité, et la preuve c'est qu'aujourd'hui, en période de vacances, on se rend compte qu'un certain nombre de villes balnéaires, des villes touristiques, eh bien aujourd'hui sont confrontées à leur succès populaire et attirent une certaine faune, je dis bien une certaine faune, et qui aujourd'hui remet bien sur la table un sujet extrêmement délicat, abordable par certains médias, mais qui n'osent pas trop dire parfois les choses telles qu'elles sont. Bref, c'est le front de lutte multiraciale et de guérilla urbaine conforte en fait mon idée que nous allons droit vers une guerre civilisationnelle du fait de ce laxisme que l'on a laissé traîner pendant des années, qui n'a rien à voir finalement, parce que quand je dis multiracial, c'est évidemment lié aux origines de certaines personnes, mais qu'elles soient françaises ou étrangères, le problème reste le même. Et une personne me répond, oui, s'il vous plaît, partez tous vous installer ensemble dans un coin paumé du Larzac ou de Limousin, alors déjà c'est ou de Limousin, c'est du Limousin, et laissez-nous tourner nos géraniums vers la Mecque 5 fois par jour. Ah oui, aussi, enfermez-vous bien à clé derrière vous et jetez-les dans vos toilettes sèches Merki. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce type de réponse très clairement on voit de quel bord cette personne fait partie. Et donc je lui réponds, on a l'impression de reconnaître le petit citadin narcissique et orgueilleux
Déjà, je ne fais absolument aucune allusion au fait qu'elle s'appelle Nadia, que peut-être elle est d'origine maghrébine ou j'en sais rien. Je la considère comme n'importe quel citoyen lambda d'opinion, dans ce qu'elle exprime en matière d'opinion. Donc on a l'impression de reconnaître un petit citadin narcissique et orgueilleux qui juge tout ce qui est rural et campagnard de bouseux et de ringard. Donc sous-entendu que tout ce qui est bouseux et ringard est forcément d'extrême droite, c'est normal. Allez, disons-le, raciste et facho aussi, puisqu'on y est. Quel mépris! Faudra relire La Fontaine, un de ces quatre. Puisque La Fontaine a un certain nombre d'histoires qui justement exposent des fonds, des réalités sociales qui étaient celles de l'époque de La Fontaine, mais qui finalement aujourd'hui restent toujours d'actualité, puisque c'est du comportement humain. Et cette personne me répond, Dixit, le gars méprisant qui imagine que les grandes villes vont devenir des arènes meurtrières à cause des gens concernés par le changement climatique et les Français qui continuent à ne pas s'appeler Robert ou Denise. Alors là, elle était partie sur du fascisme, et là, elle vient mettre maintenant le changement climatique. Alors voilà, c'est l'art et la manière en fait de tout mettre dans le même panier, si vous voulez, et non juste un con parmi d'autres. Allez, cadeau, et elle me répond avec certainement une citation qui a été chopée en 2 minutes sur un site qui s'appelle proverbefrançais.fr. Garde-toi tant que tu vivras de juger des gens sur la mine. Le problème, c'est qu'elle choisit une expression de La Fontaine qu'elle pourrait s'appliquer à elle-même. C'est-à-dire de farce, la première réponse qu'elle a faite. La première réponse qu'elle fait, c'est exactement ça. Garde-toi tant que tu vivras de juger des gens sur la mine. Alors que c'est elle qui a commencé à attaquer sur le fait que je faisais peut-être partie de la sphère, de la fachosphère, et que je devais quitter la ville, aller vivre à la campagne avec les miens étant les fachos de la campagne, les campagnards, les bouseux blancs. Voilà, donc on est vraiment dans un mépris, et je lui réponds, oh touché, j'aime les gens concernés par le changement climatique. Donc je fais allusion au fait qu'elle fait de la généralité, et qu'elle met elle fait du fourre-tout. C'est bien, t'évites déjà le réchauffement, ce n'est pas désespéré. C'est-à-dire que là, je fais un peu d'ironie dans le fait qu'elle parle de changement climatique et pas de réchauffement climatique, puisque ce sont deux dialectiques un peu différentes, mais dont certains s'amusent à essayer de mettre les deux dans le même sens. Et si je suis un con, alors tu es un idiot utile. Bon, là j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié que le prénom était Nadia, je l'ai mis au masculin, alors qu'il fallait peut-être le mettre au féminin. Quoique de nos jours, avec l'écriture inclusive, ou les considérations de ceux qui sont des hommes, mais qui ne se considèrent pas comme des hommes, etc. Enfin, voilà, on fait un petit peu on s'amuse un petit peu. Un autre exemple, je répondais, ah oui, c'était à propos du fameux site qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui, qui s'appelle parler.com. Vous savez, parler.com, c'est cet équivalent de Twitter qui aujourd'hui est en train de récupérer tous les gens qui se font censurer de Twitter, et évidemment pour beaucoup de gens, ceux qui se font censurer sur Twitter, c'est forcément des racistes, c'est forcément des fachos, alors que pas du tout. Vous avez des gens qui sont des libres penseurs, et ces libres penseurs aujourd'hui, eux aussi se font censurer sur Twitter, se font bannir de Twitter, et donc vont sur cette plateforme de liberté d'expression qui s'appelle parler.com. Et donc je dis, Parler explose ses abonnés depuis suite à la censure qui s'abat sur les réseaux sociaux dominants. Plus de 500 000 personnes ont créé des comptes sur le site, évidemment essentiellement des libres penseurs, conservateurs et des pro-Trump. Donc je mets bien conservateur, je ne mets pas de spécificité en disant facho, extrême, etc. Je dis conservateur, libre penseur, en sachant que dans libre penseur, évidemment c'est un fourre-tout aussi, libre penseur, le libre penseur peut être quelqu'un avec des idéologies politiques de gauche, de centre-gauche, de droite, d'extrême gauche, etc. Donc libre penseur, donc j'englobe un peu tout.
évidemment, il y en a certains qui vont faire la part des choses en disant oui, mais il y a plus de gens de droite que de gens de gauche. C'est peut-être pas sûr, c'est peut-être pas sûr. Et il y a un monsieur Rodriguez qui me répond, un safe space pour facho. Voilà, tout de suite, tac, on croit tacler. Alors, de toutes les manières, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi qu'il sort des sentiers battus, sera forcément facho, n'est-ce pas? Question. C'est ce que je lui réponds, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas parce que c'est un site qui donne de la liberté d'expression et qui ne fait pas la censure qu'elles sont en train d'appliquer les réseaux sociaux dominants que sont Twitter et Facebook, que forcément c'est un endroit où il n'y a que des fachos. Au contraire, il va y avoir aussi des gens avec des idées beaucoup plus humanistes, beaucoup plus solidaires, pour justement faire le contrepoids contre ces soi-disant fachos. Et là il me répond, il se plaint littéralement de ne plus pouvoir dire des trucs racistes. Alors des trucs racistes, et c'est quoi des trucs racistes? On ne sait pas. Sur Twitter et Facebook. Donc oui, parler est un safe space pour fachos. Et là je lui réponds, si tu le dis, donc voilà, je lui dis simplement, c'est ce que tu penses. Ok? C'est que c'est vrai. Donc là, je fais un contre-pied, si vous voulez. C'est-à-dire que j'essaie de lui démontrer que être aussi catégorique peut aussi avoir une inversion de vouloir se prétendre juger les choses à leur juste valeur. Là, on est vraiment dans une opinion catégorique et peut-être finalement faire du parti pris et faire preuve d'intolérance finalement. Et donc, faut-il interdire aussi ce réseau social? Point d'interrogation. Faut-il interdire tout ce qui s'assimile ou prend l'apparence de trucs racistes? Donc là, j'insiste bien sur, entre guillemets, trucs racistes pour bien lui faire comprendre que c'est bien gentil d'utiliser le terme raciste, mais il faut développer un peu avant d'accuser. Et vous savez comment ça s'appelle, ce genre de stratégie? C'est-à-dire que là, je lui fais tout simplement l'état de ce qu'on appelle la censure, c'est-à-dire la censure sous une dictature, c'est-à-dire interdire la libre pensée, c'est-à-dire la libre expression sous prétexte qu'elle ne correspond pas à vos valeurs. Et bien, c'est de la censure, purement et simplement. Et là, il me répond, ah, ça y est, alors attendez, ah, ça y est-il pleurniche? Ça y est, il pleurniche et fait la victime lui aussi. Je pleurniche pas, je joue pas la victime, j'énonce simplement du factuel, j'énonce de la situation. Et puis, au bout d'un moment, cette personne me dit plus d'arguments, point d'interrogation. Tu en viens à attaquer par l'émotionnel, point d'interrogation, prêt à défourailler l'insulte suprême pour me cataloguer de ce qui te démange, de m'étiqueter sans savoir, sans connaître, par cette complaisance et facilité ultime de juger l'autre du doigt vengeur du bras séculier. Et là, il me répond, t'étais à deux doigts de crier tout aussi à la censure parce que tu ne peux plus diffuser ton racisme sur Twitter. Donc voilà, il en vient à me traiter de raciste. Alors que je n'ai absolument aucun propos, je n'ai jamais tenu aucun propos raciste. Je légitime simplement un droit fondamental de la liberté d'expression. Si on n'est pas dans la liberté d'expression dans ce cas-là, qu'on ne vienne pas nous emmerder, qu'on censure tout ce qu'il y a à censurer et qu'on laisse la pensée unique se libérer et s'imposer à la vue et à la pensée de tous. Bon, ce qui n'est pas le cas. Donc là, étant donné que je lui explique que son comportement est un comportement de ces mêmes gens qu'il se dit combattre, les fachos, les dictateurs, le totalitarisme de la pensée, etc. Or là, il s'exprime comme un totalitariste de la pensée en me traitant de raciste. Et encore une fois, tu joues la victime, merci de me donner raison et d'illustrer mon propos. Enfin, on a l'impression là qu'on a affaire à ce qu'on appelle un troll, c'est-à-dire quelqu'un qui reprend des phrases types et balance ça en réponse à des gens pour essayer de les déstabiliser, pour essayer de soi-disant de faire de la polémique ou essayer de provoquer, mais ça n'a pas de sens. Et donc je lui réponds, j'aime voir des gens tenter de faire passer l'autre pour ce qu'il n'est pas, vous emballer, peser et étiqueter par défaut, et me voici soudainement transformé en facho, raciste et pro-Trump. Ceux qui me connaissent en hurleront de rire, tant c'en est pathétique d'ignorance, avec un S, entre guillemets. Et finalement, cette personne n'a pas répondu. Elle ne m'a pas répondu parce que, évidemment, je n'ai absolument exprimé aucune opinion personnelle. Je lui ai simplement expliqué
ce qui normalement est censé être en matière de liberté d'expression, en matière d'opinion, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir les opinions qu'on veut, même celles qu'on considère comme nauséabondes, etc. Ou alors dans ce cas-là, on impose une pensée unique pour éviter que les pensées qui ne sont pas les siennes ou qui ne sont pas dans vos cordes soient châtiées, soient bannies, soient combattues, voire on fait des rafles, on met tout ça dans des camps et on extermine tous les fachos. Voilà, c'est un peu l'idée de ces gens finalement qui laissent sous-entendre. Donc quand on les met devant ce fait accompli, que leur expression, leurs mots, leurs pensées sous-jacentes qui se comprend sous leurs expressions et sous leurs mots, sous leurs pensées aussi, évidemment ça leur plaît pas. C'est fonctionner à contre-pied. Un autre très intéressant, donc là, tous les racistes en profitent pour se lâcher sur Twitter, quand il faut parler de ce qu'il y a de mal, mais quand c'est les gens de banlieue qui sauvent vos mamies d'incendie ou bien distribuent de la nourriture aux sans-abri, on vous voit pas ligne. Alors c'était un tweet qui avait été fait par rapport au débordement qui avait eu lieu au parc Astérix. Et donc cette personne... c'est pareil, là cette personne, j'ai un peu discuté avec elle, etc. Et au bout d'un moment, elle a quand même pris conscience qu'en effet, elle s'était peut-être emballée un petit peu sur les choses. Et elle me répond, elle répondait, je suis d'accord avec vous, ce qui s'est passé à Astérix, et c'est totalement irrespectueux. Moi-même, je cautionne pas. Je ne cautionne pas, mais ce que j'essaie de dire, c'est que certaines personnes utilisent ce fait pour exprimer leur haine à travers les réseaux. Mais oui, forcément, ça fait partie du jeu. Je veux dire, les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas cataloguer les gens en disant alors ceux-là, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, par contre ceux-là, hop, non, c'est interdit. Ce qui est interdit, c'est la diffamation, l'insulte, la menace de mort. Là, dans ce cas-là, c'est ce que prévoit même le fameux site parler.com, possède ces principes d'utilisation. S'il y a débordement, il y a la loi. On porte plainte, voilà, et la loi, elle est là. Elle possède des textes, elle possède une législation contre les haines, contre le racisme, contre l'antisémitisme, etc. Donc, le système, il est là pour fonctionner. Or, dans les réseaux sociaux, vous avez des gens qui jouent les pro-chevaliers contre tout ce qu'ils considèrent comme étant injustement utilisé, récupéré, manipulé, etc. Mais malheureusement, vous ne pourrez jamais éviter cela. Et par contre, la censure qui s'applique aujourd'hui, c'est un moyen aussi de reconnaître que finalement, on considère que les gens sont crétins. Alors il y en a, mais pas tous. Bon, et ben, là encore une fois de plus particulièrement vers les Noirs et les Arabes, alors que c'est quand c'est l'inverse et qu'on fait quelque chose de bien, je ne demande pas une médaille ou autre, je m'en fous, c'est juste que personne en parle. Mais oui, le problème c'est que aujourd'hui on a plus d'intérêt à mettre en évidence l'incivilité, la délinquance, la violence, la barbarie, alors que les actes humains, les actes émanant de gens qui ont le cœur sur la main, qui ont une solidarité à toute épreuve, etc., évidemment ne sont pas médiatisés. Et pourquoi ils ne sont pas médiatisés? Parce que ça n'intéresse pas les médias. Ce n'est pas vendeur. Ce n'est pas politiquement manipulable. Et je vous rassure, j'ai envie de lui dire à Sten, que vous soyez arabe, d'origine arabe, que vous soyez noir d'origine afro-africaine, que vous soyez blanc ou asiatique, vous pouvez être un saint. Vous avez beaucoup de blancs qui font de l'humanitaire, des opérations de charité, etc. Comme vous avez beaucoup de maghrébins, de gens d'origine arabe, musulmane, chrétienne, etc., qui sont investis dans des associations, dans des mouvements de charité, etc., qui devraient recevoir la Légion d'honneur, eux, parce qu'ils apportent un bien fondé à la société. Mais on n'en parle pas. Oui, il y a des reportages, mais ils ne sont pas mis sous les projecteurs, ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas vendables. Ça ne fait pas vendre.
Ce qui fait vendre, en effet, aujourd'hui, c'est la délinquance, c'est la violence, la barbarie, etc. Aujourd'hui, on essaie de vous convaincre qu'il y a une explosion de la violence. Non, il n'y a pas une explosion de la violence. En effet, la violence évolue, la délinquance a évolué, la criminalité a évolué. Mais elle n'a pas évolué telle qu'on le présente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas explosé comme ça du jour au lendemain. Non, c'est que, les réseaux sociaux aujourd'hui sont tellement développés que n'importe qui a maintenant un appareil, un téléphone, peut faire des vidéos et mettre ça sur Internet pour faire constater aux gens des actes criminels, des actes de délinquance, etc. Et puis surtout aujourd'hui, c'est que il y a le ras-le-bol. Et que le ras-le-bol incite des gens aujourd'hui à l'exprimer. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui, encore il y a 1 an ou 2 ans, n'osaient pas exprimer, n'osaient pas dire ce qu'ils pensaient sur les réseaux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, ça se dévergonde sur les réseaux sociaux. Alors on a l'impression qu'il y a une augmentation, une explosion de la délinquance. Non. Donc d'une manière globale, si vous voulez, c'est vrai qu'on a toujours des impressions mais en réalité, même s'il y a une augmentation, mais relativement faible, si on regarde la statistique, c'est surtout que la médiatisation, la projection sur Internet, sur les réseaux sociaux, et puis je vous dis, la prise de conscience de beaucoup de gens qui maintenant s'expriment beaucoup plus facilement qu'ils ne le pouvaient le faire avant, parce que justement, on avait peur de les traiter de racistes, de fachos, etc. Non, il y a cette montée aujourd'hui, et d'ailleurs, la preuve que sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens aujourd'hui s'attellent à vouloir accuser tout et n'importe qui de fascistes, de racistes, etc., d'extrême droite, parce que justement des gens osent s'exprimer. C'en est réduit même à un point que les familles de gens malheureusement qui ont été victimes d'agressions mortelles par des gens issus d'immigration ou venant de l'immigration ou français issus d'immigration, etc. Un certain nombre de familles ont été briefées par les autorités de faire en sorte de ne pas alimenter le feu qui est aujourd'hui en train de monter en France. Et donc je répondais donc à cette personne, c'est là la seule réponse que l'autorité a. C'était par rapport au préfet de police. C'était par rapport au décret à l'arrêté, décret de la préfecture de police sur l'interdiction des ventes de feux d'artifice, parce que évidemment des jeunes s'amusaient à utiliser des feux d'artifice pour tirer sur la police, sur les forces de l'ordre. Donc l'idée de la préfecture, c'est au lieu de faire une répression, eh bien non, on interdit les feux d'artifice. Et donc je répondais, c'est la seule réponse que l'autorité a, point d'interrogation. Interdire des feux d'artifice, point d'interrogation. Et je fais un outil de comparaison. Vous imaginez les Allemands sous l'occupation sortir un décret qui interdit le port du béret et du brassard à la Croix de Lorraine pour lutter contre les terroristes qu'on appelait résistants. Je fais ce parallèle, j'espère que vous l'avez compris, sur le fait que la décision d'interdire de vendre des feux d'artifice n'est pas suffisante, n'est pas cohérente, mais démontre une certaine incapacité à assumer une décision beaucoup plus ferme, beaucoup plus réaliste et de bon sens par rapport à ces incivilités, par rapport à ces agressions contre les forces de l'ordre. Et je fais ce parallèle en disant que sous l'occupation, c'est comme si les Allemands décidaient, pour essayer d'arrêter les résistants, d'interdire les bérets et le brassard avec la croix de Lorraine. C'est idiot. C'est une décision idiote, c'est une décision qui est stupide. Bon, il était là, le fond du propos. Eh bien, il y en a un, il n'a rien compris. Il dit comparer la délinquance des cités aux résistants, c'est fort quand même. Je ne fais pas la comparaison des résistants avec la délinquance. Mon propos, c'est une comparaison de décision d'une autorité pour lutter contre un ennemi, de lutter contre un terrorisme, de lutter contre des criminels, d'une manière globale. Je ne fais pas du tout la comparaison de la résistance avec la délinquance. Faut être idiot, quoi. Et mettre sur le même piédestal la lutte contre le nazisme et la libération des points de deal, c'est encore plus fort. Piédestal, la lutte contre le nazisme et la libération. Alors déjà, mettre sur le même piédestal la lutte contre le nazisme et la libération. Le mec, ça n'a pas de sens qu'il écrit. C'est mettre sur un piédestal la lutte contre le nazisme et la libération. C'est quoi le lien du piédestal? Le mec, il réfléchit pas à ce qu'il écrit, en fait. Ça n'a pas de sens.
voilà, c'est le genre de gens qui veulent se rendre intéressants. Alors celle-là, oui, c'est Sissi la famille. Alors elle est très très forte, tout de suite, elle attaque Trader. Elle répondait sur un tweet, alors je ne sais plus sur quel sujet c'était, mais à un moment j'ai dit oui, mais de toute façon le problème c'est que malheureusement sur Twitter il y a beaucoup de trolls, il y a beaucoup de gens qui sont là justement pour faire monter la mayonnaise, pousser des gens dans leur retranchement et les pousser finalement à dire des conneries, et sur ces conneries là évidemment l'attaque, vous savez, tel un Stuka, tiens, on revient sur la Seconde Guerre mondiale, on fonce sur la cible. Et elle répond, je pense que non, l'essentiel sont des trolls, et les trolls sont des ratés qui ont manqué l'école de la République et qui, au lieu d'aller chercher un travail ou une formation, pensent que c'est à cause des Maghrébins et des Noirs qu'ils galèrent. Alors là, je dirais que c'est la médaille d'or de tous les clichés possibles et inimaginables. L'essentiel sont des trolls. Oui, et les trolls sont des ratés. Pourquoi des ratés? Parce qu'ils ont manqué l'école de la République. Alors je suis désolé, mais qui rate l'école de la République aujourd'hui, en majorité? Je pose la question. Et qui, au lieu d'aller chercher un travail ou une formation, pense que c'est à cause des Maghrébins et des Noirs qu'ils galèrent? J'avais envie de dire à cette dame, heureusement qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, parce que je pense que son propos serait vraiment en liste dans la compétition du tweet le plus idiot et le plus stupide. Déjà, elle n'a pas compris que les trolls, la majorité des trolls aujourd'hui, ils sont de gauche. Hein, ils défendent généralement des propos multiraciaux, multiconfessionnels, ils sont pour les migrants, en général, les trolls, c'est ça. Il existe des trolls, l'extrême droite, évidemment qu'il y en a, mais ceux qui sont les plus actifs et les plus virulents sont souvent des trolls qui défendent la pensée unique, qui sont les premiers à vouloir être les censeurs, je veux dire. Donc le fait qu'elle considère que les trolls sont des ratés, qui ont manqué l'école de la République, je ne suis pas certain que les vrais trolls ont raté l'école de la République. Au contraire, hein, ce sont des gens cultivés, ce sont des gens qui ont une certaine maîtrise d'un certain nombre de tactiques et de stratégies linguistiques, idéologiques, syntaxiques, justement pour pouvoir faire leur travail de troll, hein, en règle générale. Enfin voilà, cette personne-là, à mon avis, elle vit dans un autre monde, elle n'est pas dans la réalité. Hein, c'est assez impressionnant quand même. Enfin voilà, oui, alors celui-là, je vous le mets là parce qu'il est excellent. Laurent Saïm, si vous ne connaissez pas Laurent Saïm, c'est une journaliste qui a travaillé, qui a fait carrière à Canal+, qui ensuite a travaillé pour la chaîne d'info, qui était à l'époque, je ne me souviens plus comment elle s'appelait, je ne sais plus si c'est LCI ou si c'était la chaîne d'info de Canal+, qui était ex-Seigno, c'était iTélé, je ne sais plus exactement, et puis elle a été conseillère en communication dans la campagne de Macron, et puis ensuite elle est revenue, etc. Et c'est vrai que cette dame, elle a une fâcheuse tendance des fois à donner son opinion. Alors, elle a été pendant de nombreuses années correspondante à Washington, donc elle a été proche des administrations et de la Maison-Blanche, etc. Sauf que le problème, il y a des fois, elle avait des réponses, mais qui étaient des réponses évidemment très alignées sur la pensée unique, contre Trump, etc. Même si elle a été obligée d'admettre au bout d'un moment que le risque que Trump puisse remporter l'élection, il y avait tellement de potentiel, etc., qu'elle ne pouvait pas passer à côté de cette information, et elle a été de celle qui, à un moment donné, a fait preuve de prudence. Et elle répond à quelqu'un qui lui avait envoyé un tweet, elle dit « Proche de Macron, puis paparazzi sur Trump, moi j'y vois une fascination morbide et pathologique pour le pouvoir. » Et elle répond « Connard ». C'est pas une réponse d'une journaliste. Surtout une journaliste qui est quand même pas idiote. Hein. Laurent Saïm, c'est quand même quelqu'un de cultivé. Donc vous voyez jusqu'à quel point, au bout d'un moment, la nervosité pousse les gens finalement à sortir de leur gonds et à dire vraiment des choses qui sont pas d'eux, qui sont pas de leur niveau. Alors un autre exemple aussi de ce que parfois on peut trouver sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui
qui, alors je ne sais pas, soit ne lisent pas ou n'ont pas compris ce que vous avez interprété et qui l'interprètent eux à leur sauce. J'avais répondu à un tweet concernant un micro-trottoir. Je cherchais le mot, mon Dieu. Les micro-trottoirs, vous savez, ce sont ces journalistes ou des gens qui s'amusent à faire des vidéos en posant des questions à des gens, et évidemment, lors du montage, ils choisissent évidemment les personnes qui reflètent ce dont ils ont besoin ou envie de montrer. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir aussi sur souvent beaucoup de vidéos sur YouTube, sur des Américains qui ont posé des questions sur des choses quand même essentielles, sur leur histoire, sur leur politique, etc. Et puis évidemment, ils sélectionnent les réponses les plus idiotes et les plus absurdes possibles. Et donc j'avais répondu, on dit souvent que ce genre de micro-trottoir est évidemment partial, car on trouve toujours des gens qui seront à l'image de ce que l'on veut bien montrer. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, si vous voulez montrer que des gens sont idiots, vous sélectionnez évidemment les gens qui sont idiots. Sauf que si vous faites 20 micro-trottoirs et que sur les 20 micro-trottoirs, vous avez 15 personnes qui avaient les bonnes réponses, qui répondaient intelligemment, qui répondaient avec connaissance, sans connaissance de cause, etc., vous allez garder uniquement que les 5 qui vous ont donné des réponses idiotes. Mais les réseaux sociaux complètent en effet ce sentiment que bon nombre sont dénués de cohérence et de raison. Et c'est vrai que quand on voit des commentaires souvent sur les réseaux sociaux par rapport à ces vidéos, même sur YouTube, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le recul suffisant pour à un moment donné se dire ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu idiots, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une inculture quand même considérable, mais c'est pas la majorité. Je veux dire, il y a quand même des gens, je veux dire, vous voyez, ça rejoint ce que je disais, c'est que parfois, souvent, ces genres de vidéos sont partiales, c'est-à-dire que c'est choisi. Et bien vous en avez un qui trouve le moyen de me dire, vous supputez que d'avoir demandé son avis à un maghrébin, alors que c'est pas du tout mon propos, c'est-à-dire que mon propos est global, il est général, il s'appuie sur la vidéo, mais je parle de façon générale sur les micro-trottoirs, donc je ne fais pas de référence par rapport à des gens spécifiques issus de telle ethnie ou telle religion, etc. Mon propos est global sur l'ensemble de tous ces micro-trottoirs qui existent. Mais lui, tout de suite, il est maghrébin. Ah, raciste. Sans savoir à l'avance ce qu'il allait répondre est déraisonnable. Seriez-vous raciste ou facho ? Voilà, ça y est, on y est, je fonce, tête baissée, je réfléchis pas. Ou alors, vous suggérez que maghrébin cohérent, que déjà un maghrébin cohérent, le 1 est disparu, serait un oxymore, et c'est pire encore. C'est-à-dire là, le mec, il faut qu'il se fasse soigner, là c'est de la parano. On est en pleine parano. Et donc je lui réponds, je ne suppute rien, c'est vous qui tirez une référence sur un propos global, donc j'insiste bien, global, sans spécificité. Je n'ai ni fait allusion à une ethnie, une religion ou un genre en particulier. Ce qui est tout à fait vrai, puisque si vous lisez là mon propos, je ne fais allusion à aucune origine ethnique, etc. Arrêtez de transformer les propos des gens comme ça vous arrange, à bon entendeur. Et en fait, le mec ne m'a pas du tout répondu. Parce que là, tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'en effet, mon propos était global. Mon propos touchait toutes les vidéos qui pouvaient être faites, que ce soit sur des gens d'origine maghrébine, noire-africaine, ou aussi bien blanc, occidental, américain, canadien, japonais, etc. Donc voilà, sauf que lui, il en a tout de suite interprété les choses à sa façon. Enfin, c'est... Quand vous lisez ça, à un moment donné, vous dites non mais il y a des gens, il faut franchement qu'ils se fassent soigner, quoi. Ou alors ils vivent dans une psychose ou dans une victimisation conditionnée dès leur naissance. C'est pas possible. Et enfin, on va terminer avec celui-ci. Alors Sébastien Jamalion, pour ceux qui connaissent un peu Twitter, Jamalion c'est un ancien policier qui aujourd'hui en effet est assez tendance droite sans aller dans l'extrême droite, mais qui est un patriote. Mais sauf qu'aujourd'hui, vous savez, en France, être patriote, c'est aujourd'hui, c'est un peu comme l'antisionisme et l'antisémitisme, si vous voulez. Aujourd'hui, on fait en sorte que l'antisionisme soit de l'antisémitisme. Donc le patriote aujourd'hui est forcément d'extrême droite. Ce qui est totalement faux, mais c'est pas grave. Puisqu'on ferait d'ailleurs ce bas aujourd'hui pour bien expliquer qu'on peut être patriote et de gauche.
c'est-à-dire défendre des valeurs républicaines, de justice, de droit, sans être obligé d'être forcément nationaliste ou populiste d'extrême droite. Le populisme, aujourd'hui, Michel Onfray défend l'idée que le populisme n'est pas systématiquement une définition d'une personne d'extrême droite, qu'on soit bien clair. Et donc, cela m'a pris du temps, mais j'ai réussi à faire en sorte que plus personne ne puisse m'atteindre professionnellement, comme ce fut le cas par le passé. Donc je rappelle, il a été flic. Les chasseurs de fachos ont les boules, ils les auront encore plus quand ce sera à notre tour de chasser. Ce jour arrive. Donc évidemment, là, le propos est assez... comment dire, est assez... on va dire virulent dans le sens où ce qu'aujourd'hui des gens qui se prétendent de gauche, d'extrême gauche, tout ce qui est antifa, tout ce qui est antifasciste, etc., qui sont aujourd'hui dans une démarche de violence. Je rappelle, les antifas officialisent et reconnaissent leur action violente, parce que c'est leur façon de lutter contre le fascisme, sauf qu'évidemment c'est une instrumentalisation, je rappelle, Antifa financée par Monsieur Soros, et moi je lui réponds, il suffit de voir leur agressivité, leur hyper-conviction d'être dans le camp du bien, ce qui est très souvent le cas d'ailleurs. Tous ceux qui sont relativement agressifs, on sent bien qu'ils se sentent investis presque d'une croisade avec des outils d'irrespect, d'impolitesse, de violence, de vulgarité, d'insultes, de menaces de mort. Aujourd'hui, la menace de mort, il y en a certains qui croient qu'on peut menacer de mort les gens comme ça, sans avoir à rendre compte auprès de la justice de ces propos. Leurs propos démagogiques, leur façon supérieure de nous toiser, et c'est vrai, ils nous toisent, qu'on soit bien clair, qu'ils ne se rendent plus compte qu'ils sont les bras armés d'une autre forme de totalitarisme qui ne dit pas son nom. Donc là, j'ai parlé des antifas, etc., et de beaucoup de gens sur Internet qui se croient profiter de la liberté d'expression pour faire tout et n'importe quoi, insulter les gens, voire les menacer de mort. Les étiqueter comme ça les arrange, etc. Et il y en a un donc qui me dit, tu te considères dans le camp du mal, point d'interrogation. Non, je ne me considère pas dans le camp du mal, je fais un constat. Je veux dire, ce que je dis là, c'est vrai, c'est la vérité. Il suffit de voir les réseaux sociaux, il suffit de voir dans la réalité, et surtout aujourd'hui aux États-Unis. Je suis aux États-Unis, donc je sais bien de quoi je parle, de ce qu'aujourd'hui des gens d'ultra-gauche américains manipulés, financés par les philanthropes gauchistes américains font aujourd'hui aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils font plus de mal que de bien. Vouloir lutter, vouloir dégager Donald Trump, excusez-moi, c'est pas la bonne méthode actuellement. Je veux dire, aujourd'hui, encore hier, il y a la maire de Chicago qui s'est pointée devant la télé pour faire une annonce officielle parce qu'il y a eu des dérapages, encore une fois de plus, dans je crois que c'est dans l'agglomération nord de Chicago. La pauvre maire, on sent qu'elle est complètement dépassée, quoi. Elle est dépitée. Alors, ce qui est encore plus dangereux, parce que Chicago, c'est quand même pas une petite ville américaine, c'est une des plus grandes villes américaines, mais ce qui est en train de se passer à Chicago, va y avoir des conséquences. C'est-à-dire que l'immobilier va fatalement chuter, parce que si la politique démocrate qui consiste à vouloir débunker ou défonder, c'est-à-dire réduire les budgets de la police, etc., alors que vous avez un taux de criminalité qui s'envole depuis des années, que tous les week-ends, c'est en moyenne 10 morts par arme à feu, il y a un moment donné, il faut avoir de la raison. Ou alors, en effet, peut-être qu'on en arrivera à ce qu'on a pu voir dans le cinéma, comme Banlieue 13 par exemple, c'est-à-dire finalement clôturer les grandes villes pour permettre aux riches, aux bourgeois de vivre tranquilles dans leur petit secteur, et puis enfermer les sauvageons dans des ghettos. C'est-à-dire qu'on en reviendra à la ghettoisation, c'est ça aux États-Unis, ça continue, ça en prend la voie. Et donc je lui réponds, tout est forcément subjectif dans le regard des uns ou des autres. Donc c'est là que je lui explique que suivant les conditions qu'on a, on est forcément l'ennemi de quelqu'un, idéologiquement. Donc déjà là, je pose bien la chose. On sera toujours le camp du mal pour quelqu'un qui estime que nous ne sommes pas, que nous sommes en vent contraire,
à ses idées, à ses convictions. Et c'est vrai, aujourd'hui on en est réduit à un point où on est en train de voir la destruction de la demi-mesure, de la raison gardée, du bon sens, pour pousser les gens à soit être d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que soit vous êtes du côté du bien ou du côté du mal. Sauf qu'évidemment, côté bien ou mal, tout dépend de la position où vous vous positionnez. Il est évident qu'aujourd'hui, tous les gens qui réagissent de façon cohérente, de façon raisonnée, avec du bon sens, etc., aujourd'hui deviennent le mal. Parce qu'ils remettent en question, parce que suscitent l'interrogation, suscitent des questions sur des sujets de fond, sociétaux, économiques, politiques. Or, vous avez aujourd'hui un camp où ils ne veulent pas qu'on s'autorise à poser ces questions, s'autorise à penser, à réfléchir, à avoir de la raison sur des thématiques. Parce qu'eux estiment défendre la bien-pensance. Eux estiment défendre des idées humanistes, des idéologies solidaires, etc., au détriment parfois de la raison. Et que même des fois, quand tout d'un coup ils se retrouvent confrontés aux conséquences de leur ignorance, aux conséquences de leur naïveté, aux conséquences de leur conditionnement idéologique, il y en a encore qui trouvent encore le moyen de trouver des excuses avec une mauvaise foi absolue. Plus encore, si nous démontrons aisément l'utopisme et l'illusion de leurs opinions, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans du débat et que ce débat d'idées nous amène à un moment donné à les mettre devant des évidences de fait, des évidences de société, des évidences économiques, etc., mais qui forcément vont à l'encontre de leurs idées, et bien tout d'un coup ils s'énervent et finissent par devenir insultants. Et d'ailleurs c'est ce qui se produit de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive même plus à débattre avec ces gens-là, parce qu'eux veulent défendre une idée, une conception qu'ils croient vraie, alors qu'en réalité on est en train de leur démontrer que même si leurs idées sont humanistes, sont très honorables, elles sont aujourd'hui totalement utopiques, totalement irréalistes dans la situation actuelle, et que la seule façon aujourd'hui de mettre en place leurs idées, c'est la dictature. Alors là, évidemment, tout d'un coup, quand on les amène à cette idée que si vous voulez qu'on prenne vos idées comme voie de fait, comme fait de vérité, comme fait applicable à nos sociétés, eh bien, je suis désolé, la méthodologie, c'est une méthodologie de dictature. Tout d'un coup, c'est fasciste, ça devient débile. Et il me répond, mais c'est marrant, c'est un truc qui se dit qu'à droite, de quoi, la victimisation? Ah non, du tout. C'est pas du côté de la droite, c'est pas des idées de droite quand il y a de la victimisation actuellement, qu'on soit bien clair. Donc il y aurait que les gens de gauche qui se considèrent comme le camp du bien. Vu les propos et la façon de débattre de certaines personnes, oui, c'est évident qu'il y a des gens qui se croient du côté du bien, avec beaucoup de conviction d'ailleurs. Donc aucune personne à droite se considérerait comme le camp du bien. Tout est relatif. Je veux dire, c'est pas une question de camp du bien ou camp du mal, c'est une question de raison. Et ça, malheureusement, ils n'arrivent pas à le comprendre, parce que justement, comme je le dis, beaucoup d'entre eux sont conditionnés depuis leur enfance à des idées, et ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la demi-mesure, le juste milieu des choses, c'est-à-dire les consensus. C'est-à-dire que personne n'a tort ou personne n'a raison. On débat sur des faits, sur de la réalité, essayer d'aborder les sujets, et à un moment donné aussi trancher. Ça c'est pareil. Souvent ces gens-là ne comprennent pas l'idée de trancher. C'est-à-dire forcément à un moment donné de devoir prendre des décisions qui forcément apporteront un avantage à des uns et des désavantages aux autres. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y a un moment donné, si on veut avancer dans la société, il y a des choix à faire. Forcément des choix qui déplaisent à des gens. Je veux dire, ça a toujours existé depuis que l'homme est homme, depuis que l'homme a construit la société, depuis que l'humanité existe, depuis que l'homme a voulu vivre en collectivité. C'est qu'à un moment donné, trouver des compromis, trouver des solutions. Et c'est des solutions où forcément il y a des gens qui y perdront, mais qui y perdront s'ils ont un peu de raison, etc., trouveront à un moment donné leur raison de vouloir installer ou instaurer leurs opinions qui serviront l'intérêt collectif. Donc là, c'est une question. C'est le compromis.
c'est parce que vous savez que votre fascisme est plutôt limite. Point d'interrogation. Voilà. Et on en revient toujours au même argument, le fascisme, le facho, l'extrême droite, le nazisme. Il y a un moment donné où c'est fatigant, où ça devient, oui, je ne néglige pas et comment dire, ne veut pas admettre qu'il n'y a pas de néo-nazisme, qu'il n'y a pas de fascisme, etc. Mais sincèrement, dans sa définition pure, idéologiquement parlant, ils sont quand même relativement limités. Je veux dire, il y en a très peu. Mais voilà, c'est que justement, hein, j'invite la réflexion à se dire que lorsqu'on veut imposer des idées, pour les imposer, il faut forcément trouver l'antithèse. Vous savez, c'est la loi de la thèse et de l'antithèse. C'est-à-dire pour justifier et légitimer votre thèse, eh bien, il faut que vous créiez l'antithèse. L'antithèse pour dire, voyez, voilà, mon idée à moi, elle est bonne, parce que l'autre en face, il a de mauvaises idées. Alors que l'autre qui est en face, en réalité, n'existe pas. Il existe dans une certaine façon, dans une certaine apparence, mais en réalité, il n'a pas d'authenticité, il n'a pas de crédibilité. Mais on va faire en sorte, avec des outils, alors des outils médiatiques, etc., de vous faire croire, de vous persuader que l'antithèse existe, qu'elle est réelle, qu'elle est une menace, qu'elle est l'ennemi, qu'elle est le méchant, qu'elle est le diable. Alors qu'en réalité, c'est un peu le problème du Front National, si vous voulez. Le Front National est une antithèse. Idéologiquement, le Front National, aujourd'hui, je suis désolé pour ceux qui ont envie de voter pour Marine Le Pen, mais force est de constater que quand on voit son débat d'entre-deux tours avec Macron, si à un moment donné vous ne comprenez pas qu'elle ne veut pas le pouvoir, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Bon, après, peut-être que d'ici là, elle a peut-être changé d'avis et que, justement, peut-être qu'on va basculer sur un autre modèle par son intermédiaire. Enfin bon, voilà, on ne va pas revenir sur les choses. Et donc, je lui réponds. Est-ce parce que la droite est en train de pousser des gens à détruire? Non, est-ce que parce que la droite est en train de pousser des gens à détruire, à violenter, à brûler, à tuer pour le camp du bien? Donc vous voyez, là je fais de l'inversion de valeur volontaire, ironique. Hein, déjà je pense qu'à mon avis, mon propos ironique, il n'a pas compris que c'était ironique. Puisque là je lui dis, aujourd'hui, on entend des discours qui déterminent la droite, l'extrême droite comme étant le mal, sauf qu'aujourd'hui, qui détruit, qui brûle, qui viole, qui aujourd'hui pille, qui tue, c'est pas des gens de droite. Hein. Enfin, pour ce qui concerne les États-Unis, aujourd'hui, qu'on soit bien clair. Est-ce la droite qui veut s'y faire à tout bout de champ, incitant à la haine de l'autre parce qu'il met sur la table des vraies questions? Et là, qu'est-ce qui... Je veux dire, ça aussi, c'est la vérité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui, à un moment donné, mettent des questions, mettent des sujets tabous sur la table, se font traiter de partisans de la haine, se font traiter de fascistes, etc. Et qui traite de fascistes? C'est pas les gens... Enfin... Voilà. Et je rajoute, à vrai dire, encore une fois, vous faites la preuve que lorsqu'on touche à des dogmes, votre religion idéologique vous pousse immanquablement à user de mots magiques qui réduisent l'autre à un méchant et vous sentir le preux chevalier du bien, de gauche ou de droite. C'est-à-dire que là, je dis bien de gauche ou de droite, c'est-à-dire que pour bien spécifier que la méthodologie, elle est utilisée par des gens de gauche, mais elle est aussi utilisée par des gens de droite. C'est-à-dire que là, je ne fais pas une spécificité, c'est-à-dire que là, j'applique une méthodologie idéologique qui est utilisée par n'importe quel parti, par n'importe quelle idéologie. Hein. C'est-à-dire à un moment donné, quand on est à court d'arguments, quand on est à court de pouvoir expliquer la cohérence de l'idée, de l'idéologie, d'une méthode ou d'un projet, eh bien la tactique c'est de décrédibiliser l'autre, c'est donc de l'agresser, de le provoquer, d'essayer de convaincre l'auditoire que le méchant, c'est celui qu'on a en face de soi, c'est pas soi-même. Voilà, c'est de la stratégie hein, de communication politique à tout bout de champ. Hein. Donc voilà, c'était
C'était quelques exemples, vous voyez, de ces tweets que parfois, auxquels je contribue. Alors évidemment, ce sont des sujets qui se lient les uns les autres, puisque c'est finalement de la liberté d'expression, c'est-à-dire une façon de voir les choses, une façon d'analyser les choses pour éviter de tomber dans les pièges idéologiques, dans les pièges de la facilité, du cliché. Alors après, peut-être j'ai tort, j'ai raison sur ce que je défends, mais je ne défends pas un parti politique ou je ne défends pas des idéologies particulières, je défends ce qui me paraît être la logique et la cohérence de ce qui doit être le fonctionnement d'un pays en tant que nation, en tant que souveraineté populaire, en tant que souveraineté d'État, puisque moi je suis partisan du principe que nous n'avons pas aujourd'hui une sorte d'internationalisation idéologique qui nous permet d'accéder à une stabilité internationale pour permettre de construire une gouvernance mondiale. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il y a des conflits d'intérêts entre différents pays sur la façon de gérer, sur la façon de créer une internationalisation du monde, une mondialisation du monde, parce que nous avons des pays différents, nous avons des langues différentes, nous avons des cultures différentes, parfois des cultures qui sont en totale opposition sur la façon de percevoir les choses, sur la façon d'appliquer des choses, sur la façon d'expliquer ou de comprendre ou d'interpréter les choses, surtout sur le plan religieux par exemple. Moi pour l'instant, je suis convaincu que le problème de l'islam en France, c'est parce que l'islam a un aspect politique et que par conséquent cet aspect politique, alors qui n'est pas défendu par la majorité des musulmans, qu'on soit bien d'accord, mais c'est encore une fois de plus au même titre que les juifs en France, c'est-à-dire des gens qui sont très minoritaires en nombre, qui défendent des idéologies incompatibles avec la République, incompatibles avec la démocratie d'une manière générale. Mais comme aujourd'hui, chez les musulmans, il y a cette ambiguïté religieuse, c'est-à-dire que même un religieux modéré ne peut s'empêcher ou ne peut aller à l'encontre de certains dogmes imposés par l'islamisme radical, parce que c'est écrit dans le Coran et que, je rappelle, le Coran n'a jamais été réformé. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, pour reprendre cette expression, contrairement à la religion chrétienne, contrairement au judaïsme, où il y a eu des mouvances différentes, etc. Chez les musulmans aussi, il y a des mouvances, la preuve c'est que les plus réputés, les plus connus, c'est les mouvements sunnites et les mouvements chiites. Seulement quand on voit comment ça se passe, comment voulez-vous qu'on puisse croire à ce que la religion puisse être de paix, lorsque déjà au sein même d'une religion, il y a des conflits d'intérêts, des conflits qui poussent même jusqu'à le génocide, c'est-à-dire la destruction de l'autre. Donc même si, en ce qui concerne la chrétienté, nous avons connu aussi dans l'histoire ces problèmes avec les guerres de religion qui ont opposé essentiellement les réformateurs protestants et les ultra-catholiques au sein même du catholicisme, où vous avez, ça a même donné une branche qui est l'église anglicane par exemple, pour des différends d'interprétation de la façon d'appliquer la religion au niveau de l'échelle catholique. Enfin, je veux dire, si vous vous penchez sur l'histoire de la chrétienté, vous verrez qu'elle a eu des évolutions, non sans mal, avec des guerres, avec des génocides. Oui, la religion chrétienne, catholique plus particulièrement, a eu des politiques d'inquisition, a eu des politiques d'évangélisation. Mais ça fait partie de l'histoire. Or aujourd'hui, qu'on soit bien clair, l'islam peut en effet se prévaloir de vouloir faire la même chose, c'est-à-dire de conquérir des terres, de conquérir au-delà même de terres qui sont historiquement implantées et influencées par le catholicisme, par le protestantisme, etc. Donc voilà, il y a forcément de la confrontation qui est dans l'air. Encore une fois, je rappelle, ce n'est pas la majorité des musulmans. La majorité des musulmans aujourd'hui sont musulmans par de fait, par de sang, par la chair, par la descendance, etc., mais n'ont pas vocation à
faire du prosélytisme de cet islam politique. Je rappelle, c'est une minorité de gens. Sauf que cette minorité de gens, on n'a pas su, je dirais, peut-être intervenir au bon moment où il fallait, et pendant des décennies, eh bien, on les a laissés se développer, on les a laissés s'installer, on les a laissés croître, et aujourd'hui, ils sont en train de capter, des jeunes, plus particulièrement. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la plupart des Français qui sont allés se battre aux côtés de l'État islamique en Syrie, c'est essentiellement des jeunes de moins de 30 ans. 30 ans ou 35 ans, moins de 40 ans. Donc c'est vraiment des jeunes générations. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est un des sujets qui est souvent lié d'ailleurs à des conflits qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que évidemment des gens défendent, mais à tort ou à raison, une façon de percevoir les choses sans admettre à un moment donné qu'il y a des réalités sur lesquelles il ne faut pas fermer les yeux, que ces réalités, au fil du temps, elles risquent en effet d'engendrer ce dont ils ont peur. Et c'est ce qui est en train aujourd'hui de se produire en France, c'est-à-dire que toutes les agressions, tous les meurtres, parce que là on peut parler de meurtres, qui sont commis par des gens clairement issus de l'immigration ou étrangers, je veux dire, il y a un moment donné où il faut bien prendre conscience que ça va avoir des conséquences. Maintenant, la question qu'il faut bien se poser, c'est que quand on est une autorité, quand on est l'État, et qu'on fait ce constat, je veux dire, eux, ils ont les chiffres, il y a un moment donné, on se pose la question, est-ce que c'est pas voulu? Si c'est voulu, dans quel but? Alors, évidemment, sur Twitter, encore tout à l'heure, je suis tombé sur quelqu'un qui voulait que je lui explique pourquoi, etc. J'ai pas envie d'expliquer pourquoi, c'est à vous d'aller chercher les réponses à vos questions, c'est pas à moi de vous les donner. Utilisez les faits pour ensuite réfléchir 2 minutes et vous dire que ça va poser à un moment donné un problème. Mais que ce problème-là est peut-être intrinsèque à une volonté politique de le faire. Je veux dire que quand dans une entreprise, un patron laisse ses employés se servir pour leur bien personnel de certains produits de l'usine, etc., il y a un moment donné où le patron, il n'est pas con. Je veux dire, il va se dire, je vais avoir de la perte d'argent. Si je laisse mes salariés me dépouiller de produits pour leur usage personnel, si le patron il fait rien, c'est pas logique. Au contraire, s'il veut sauver son entreprise, il devrait serrer les boulons, il devrait faire en sorte de dire à ses salariés, non, stop, vous arrêtez. Vous arrêtez de piquer les marchandises, vous arrêtez, etc. Sinon, on vire. Bon. Et si le patron fait rien, pour quel but? Alors vous allez me dire, oui, mais justement, quel but? Quel but il a? Quel intérêt de faire ça? Peut-être qu'il a l'intérêt de se rendre compte que son entreprise elle est en train de s'enfoncer, et que peut-être il cherche des bonnes raisons pour virer tout le monde, au lieu de s'emmerder à faire un plan social. Il y a un moment donné, il faut savoir se servir un petit peu de son cerveau pour analyser les choses et essayer de comprendre quels sont les intérêts que peuvent tirer un certain nombre d'acteurs dans certains phénomènes de société. Et aujourd'hui, la violence, la délinquance, la sauvagerie auquel la société française est confrontée, quand on voit l'immobilisme, l'émasculation, parce que là je parle d'émasculation de l'autorité française, la responsabilité, elle est où? Elle est politique. Mais alors pourquoi? Alors après, il y a des vidéos où j'ai expliqué peut-être les raisons pour lesquelles ils font ça. Par clientélisme, parce qu'ils se disent qu'eux, ils n'ont plus d'appui sur la population pour se faire élire, donc ils vont chercher le vote communautaire, sauf que le vote communautaire en France, ça touche aussi des gens qui sont souvent impliqués dans la délinquance, dans la criminalité, dans les problèmes de drogue, d'agression, etc. Sauf que voilà, c'est avec en plus tout l'héritage en France de lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, qui eux aussi ont servi des intérêts politiques et pas sociétaux. Voilà, je veux dire, comme moi je l'ai expliqué, c'est qu'il y a un moment donné où la raison ne peut pas passer à côté de ces phénomènes et se dire qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Est-ce qu'ils cherchent à mettre le brin dans la société? Est-ce qu'ils cherchent à provoquer une guerre civilisationnelle? Est-ce qu'ils cherchent à provoquer une guerre civile? Parce que forcément, on va y arriver, tôt ou tard. Je veux dire, les gens ne vont pas continuer à se laisser lyncher, agresser, voler.
Je pense qu'en France, on n'est pas arrivé au niveau du peuple américain qui, plus particulièrement auprès de gens très urbains, sont complètement émasculés de toute réponse proportionnée par rapport à l'agression. Hein, et malheureusement, donc c'est pour ça que je vous donne ces exemples précis, pour vous montrer à quel point il y a des gens qui sont tellement ancrés dans leurs idées, qui sont tellement ancrés dans leurs convictions, qu'ils n'ont plus aucun recul, qu'ils n'ont plus aucune vision réaliste des choses. Et malheureusement, c'est des gens qui, le jour où ils vont se retrouver dans une situation délicate, difficile, je pense que c'est des gens qui sont complètement démunis, qui sont complètement déstabilisés parce que ils ont cru posséder les éléments, ils ont cru détenir les outils, les pièces du puzzle de leurs idéologies, sauf que le jour où leurs idéologies, face à la réalité, explosent, il y en a qui s'en raccrochent, hein, toujours, qui vont toujours trouver, quand ils se font agresser par des jeunes qui se font dépouiller, finir à l'hôpital, éborgnés, ou il y en a qui vont toujours se rassurer, oui, mais bon, voilà, il faut comprendre leurs conditions sociales, ils ne sont pas aidés, ils vivent dans des ghettos, blablabla, etc. Non. Je veux dire, en France, ce n'est pas des ghettos qu'on a, qu'on soit bien clair. C'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, la gestion anglo-saxonne de communautaire a amené à la création de ghettos. Ça, c'est clair. En France, non, on n'a pas créé des ghettos. Les ghettos, ils se sont créés eux-mêmes par des gens qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pu, ou qui ne savaient pas, ou qui n'avaient pas l'ambition de. Hein, je veux dire, on parle souvent des banlieues. Je rappelle que les banlieues, à l'origine, c'était des cités dortoirs. Cités dortoirs qui avaient été construites dans les années 50, 60, début 70. Bon, jusqu'au début des années 70, dans ces cités dortoirs, il n'y a jamais eu de problème. Les problèmes sont apparus comment? Par l'apport massif d'une population. Alors quand je dis massif population, traduisez ce que vous voulez. Parce que de toute façon, chacun, encore une fois de plus, perçoit les choses à sa façon. Mais quand vous avez aujourd'hui des gens qui défendent, qui ne veulent pas voir la réalité en face, qu'il y a un moment donné, peut-être qu'on a manqué d'autorité, qu'on a manqué de sévir et de prendre les problèmes à bras-le-corps, les conséquences aujourd'hui, elles sont là. C'est-à-dire que vous avez un ensauvagement de la société. Et que même aujourd'hui, en face de cet ensauvagement, nous connaissons, nous savons qu'il y a des gens qui sont complètement émasculés. C'est-à-dire que si demain tous ces sauvageons décident de nous foncer dans le lard, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, forcément, si la police ne sort pas les flingues, il va y avoir des morts. Pourquoi est-ce que moi je suis tombé une fois, et cette photo a évidemment disparu, mais je suis tombé sur la photo du Bataclan, de l'intérieur du Bataclan. Faut être accroché, parce que c'est pas que des corps par terre, avec du sang par terre, etc. Là, on est véritablement dans un processus qui n'est pas uniquement qu'un acte terroriste. Là, c'est une véritable barbarie. Donc quand on vit dans des sociétés civilisées et que tout d'un coup on est confronté à des individus qui ne sont pas civilisés et qui agissent de façon barbare, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Vous voyez ce qui se passe en Grande-Bretagne, quand vous voyez ce qui se passe à Londres, à Leeds, je ne sais plus dans quel endroit aussi. Surtout quand le pire, c'est qu'en Grande-Bretagne, les policiers ne sont pas armés. C'est-à-dire qu'ils, majoritairement, n'ont pas d'armes. Voilà. Il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se dire comment est-ce qu'on fait. Donc voilà, je déborde évidemment sur ce sujet-là parce que les tweets
aborde évidemment ce genre de thématique. Donc voilà, ce sont des choses à méditer. Moi personnellement, Twitter, j'y suis de temps en temps pour collecter un certain nombre de choses. Je ne suis pas très actif en règle générale sur Twitter, parce que justement, j'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens qui veulent rien comprendre. Mais c'est intéressant de voir à quel point aujourd'hui on est confronté à des gens qui sont à côté de la plaque, quoi, sont pas dans la réalité, ils sont enfermés dans des dogmes, ils maintiennent leurs dogmes, parfois même jusqu'à la violence verbale, jusqu'à l'agression, jusqu'à la menace de mort. Mais et on se rend compte que ces gens n'ont plus de limites. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte qu'on ne peut pas insulter, qu'on ne peut pas menacer de mort des gens comme ça sans à un moment donné en payer les conséquences. Alors certains diront, bah oui, bah justement, l'occasion est faite de pouvoir, la loi Avia, etc. Oui, la loi Avia sur l'idée, si vous voulez, de base, était bonne. Mais c'est sur la mise en application et l'instrumentalisation qui en était prévue de la loi Avia. Je rappelle, elle a été détoquée par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, en fait, utiliser, encore une fois, ces phénomènes pour dire, voilà, on va arrêter ça, donc on va faire une loi pour interdire l'anonymat, demander aux réseaux sociaux les informations personnelles des gens, etc. Le seul problème, c'est que si vous faites ça, vous ouvrez aussi la porte à l'accès aux informations personnelles des internautes. Et donc, y compris permettre le fichage des gens suivant leurs opinions politiques, leurs expressions, etc. Il est là le problème. Si vous voulez, c'est toutes ces lois, tous ces principes, etc., dont le principe, si vous voulez, sont en effet une solution pour lutter contre ça, mais derrière, on sait pertinemment que c'est aussi des outils qui vont servir d'autres intérêts. Et je voulais rajouter autre chose, mais que je viens d'oublier. Le problème, oui, c'est par rapport au parler.com. Vous savez que, vu qu'on est dans la phase anti-Trump et que les démocrates aujourd'hui font tout et n'importe quoi pour obliger même les réseaux sociaux à se plier à de la censure contre tout ce qui peut éventuellement promouvoir Trump. Et même aujourd'hui, vous avez les GAFA qui se sont lancés comme objectif de lutter contre la désinformation, contre le remdesivir ou les pro-hydroxychloroquine. Enfin, bon, donc du coup, bah, ça va aujourd'hui, je pense que là aujourd'hui, on va voir certainement dans les peut-être 1 ou 2 ans à venir, il va y avoir des sites de réseaux sociaux qui vont apparaître, parler.com, j'en ai parlé, hein, et qui vont émerger et qui, à mon avis, vont certainement être le début de la fin pour tous ces réseaux sociaux qui ont aujourd'hui une hégémonie, que sont Facebook, Twitter, Instagram, TikTok aujourd'hui, qui peut-être va disparaître aux États-Unis si le propriétaire chinois n'accepte pas de vendre TikTok à une société américaine, Microsoft étant sur les rangs, hein, comme par hasard. Enfin, tout ça, c'est des prétextes, si vous voulez. C'est que Donald Trump dit que TikTok en fait collecte des informations que les Chinois utilisent TikTok pour collecter des informations sur les Américains. C'est un peu de l'hypocrisie parce que Facebook et Twitter et Instagram le font aussi. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu le dindon de la farce. C'est montrer du doigt ce que fait l'autre alors que c'est ce qu'on fait soi-même. Et ça, les Américains sont très très forts sur ce domaine-là. Donc voilà, c'était cette vidéo dont je vous avais promis de vous faire sur des phénomènes Twitter. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous rappelle toujours, portez-vous bien.